Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu différente. J'avais envie de discuter avec vous de l'édition et voilà, de mon point de vue sur la question parce que j'ai pas mal d'interrogations en ce moment par rapport à l'édition. Donc je suis pas encore publiée, je ne sais pas encore si j'envisage de publier traditionnellement ou plutôt si j'envisage d'auto-éditer un ou plusieurs bouquins. Donc voilà, je voulais parler avec vous de ça et vous faire part de mes interrogations. Parce que je me suis dit que peut-être que je suis pas la seule à me poser ce genre de questions. Peut-être que vous êtes déjà posé des questions là-dessus et que vous avez des réponses. Donc n'hésitez pas à me faire part aussi de vos expériences en commentaire. Mais voilà, je voulais vous expliquer pourquoi j'hésite entre les deux et les pour et les contre de chaque édition, on va dire ça comme ça. Et je suis du genre indécise, donc je suis plutôt une indécise chronique. Et donc c'est vrai que je me soigne. Mais par rapport à l'édition, la question me trotte dans la tête depuis un petit moment et j'ai toujours pas trouvé de réponse. J'espère en trouver une bientôt, franchement, parce que j'ai besoin de me fixer aussi par rapport à ça. Dans cette vidéo, je vais donner seulement mon point de vue, je vais être honnête sur ce que je pense, et on va parler d'argent, on va parler de statut, on va parler de la question de la représentation, on va parler des préjugés, de viabilité, de reconnaissance aussi. Un peu tout ça, voilà, mis dans ce panier de l'édition, traditionnelle ou de l'auto-édition. À l'heure actuelle, les livres que j'ai lus en auto-édition se compte sur les doigts d'une main. En termes de fiction, j'ai lu le livre de Christelle Le Bailly, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu une nouvelle d'Annelle Verdier et plusieurs livres de non-fiction sur l'écriture, sur des méthodes d'écriture, etc. et sur comment s'organiser. Alors, je me rappelle plus du tout les auteurs et je me rappelle plus les titres des livres parce que ça fait un petit moment que je les ai lus. Et de façon générale, ça m'a plutôt plu, ce que j'ai lu pour l'instant. Et ça veut pas dire que quand je scrolle sur un Amazon et que je vois les livres publiés en auto-édition, que je hausse pas les yeux de temps en temps ou que je me sens pas un petit peu crispée parce que je lis les premières pages et la qualité m'a pas l'air terrible. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce préjugé par rapport aux livres numériques et aux livres auto-édités en général que la qualité est moins bonne, la qualité serait moins bonne. Je pense que c'est dû aussi au fait que il y a beaucoup de gens qui publient en auto-édition, donc forcément dans le lot, il y a forcément des choses qui sont moins bien que d'autres. Mais du coup, les gens retiennent ce qui est moins bien. Et finalement, ce qui est à mes yeux pas très bien, on va dire ça comme ça, peut quand même avoir un certain succès. Donc c'est cool pour l'auteur ou l'autrice, hein. Mais en termes de standards, on va dire, je trouve que les standards sont un peu moins élevés qu'en édition traditionnelle. Si je publie en auto-édition un livre, j'ai envie que ça soit la meilleure version possible de ce que je peux faire, évidemment. Donc pour ça, ça veut dire que j'engagerai un correcteur, quelqu'un pour faire la couverture du bouquin, parce que je ne suis pas maquettiste, je ne suis pas très forte en design. Et donc déjà, ça fait des coûts, des frais par rapport à la publication. Ça demande aussi, si on s'auto-édite, d'être auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse. Alors ça, c'est pas un souci. J'ai acquis le statut il y a pas très longtemps pour animer des ateliers d'écriture et pour proposer d'autres services en ligne. Mais je me rends compte, avec ma présence en ligne, alors même que j'ai pas encore de roman publié, que les réseaux sociaux, le marketing, la communication, ça demande énormément de temps, et c'est un boulot à part entière en fait. Donc, j'imagine bien que les gens qui s'auto-éditent, franchement, chapeau, parce que c'est tellement de casquettes qu'il faut porter, donc l'écrivain, le correcteur, si on n'a pas forcément les moyens de se payer tout de suite un correcteur ou une correctrice, il faut faire la mise en page soi-même, il faut apprendre à gérer des trucs d'informatique, donc de mise en page, de mise en ligne, des documents et des livres en général. Ensuite, il faut gérer les réseaux sociaux, apprendre à faire sa communication. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? J'oublie forcément des trucs, mais voilà, il y a une tonne de casquettes à avoir quand on est auto-édité. C'est impressionnant, quoi. Et du coup, c'est hyper chronophage. Et déjà, je vois là, 100 livres publiés, j'ai peu de temps, de moins en moins de temps pour écrire avec tout ce que je fais à côté. Je me dis, mais si je me lance dans l'auto-édition, où je vais trouver le temps d'écrire, en fait ? Parce qu'évidemment, j'aime pas faire les choses à moitié, j'aime bien faire les choses à fond. Et quand je me lance dans un projet, voilà, j'aime bien aller au bout des choses. Et donc, si je me lance dans l'auto-édition, je sais très bien que ça va me bouffer du temps, ça va me bouffer de l'énergie, ça va aussi être du coup très chronophage, mais très stressant, parce que quand on met tout son cœur à l'ouvrage et qu'on a envie d'avoir des résultats, on se met une pression, on se met un stress. Je pense que les auteurs auto-édités peuvent en témoigner, ou pas, hein. Dites-moi, franchement, faites-moi part de vos témoignages dans les commentaires. Mais ouais, beaucoup de pression, et du coup, peut-être pour l'instant, appréhender l'auto-édition au fur et à mesure.
Je vous parlais du fait de devoir gérer plusieurs casquettes. En fait, c'est aussi un avantage de l'auto-édition, c'est-à-dire qu'on gère tout de A à Z. Et la plupart des gens auto-édités avec qui j'ai pu discuter, c'était ça qui leur plaisait dans l'auto-édition, c'était le fait de pouvoir tout gérer de A à Z, que ça soit l'écriture, que ça soit la maquette, que ça soit leur communication, comment ils vendaient leur livre, comment ils le présentaient, et aussi en termes de rémunération, parce qu'il faut savoir qu'en édition traditionnelle, les pourcentages de droits d'auteur sont pas toujours folichons, on va dire ça comme ça. Les auteurs sont en train de se battre en ce moment avec la Ligue des auteurs jeunesse et aussi Paye ta culture pour que les auteurs soient rémunérés plus justement et aussi rémunérés en termes de salons, etc., enfin de manifestations plus généralement. Et je trouve ça super cool, mais c'est la preuve aussi que l'édition traditionnelle souffre de ça, souffre de l'image de l'artiste qui, voilà, va produire une œuvre parce qu'il aime ça, parce que c'est sa passion, mais on peut aussi être rémunéré pour avoir une passion. Donc je vous renvoie vers la vidéo de Samantha Bailey qui est très bien faite sur le sujet. Moi je ne suis pas une professionnelle là-dedans, je n'ai même pas été publiée traditionnellement, donc difficile pour moi d'en parler. Mais c'est vrai que quand on voit tout l'environnement là autour de ça en ce moment, on se dit que le statut d'auteur en France, publié traditionnellement, c'est compliqué quoi. D'un autre côté, ce statut il vend du rêve. Parce que contrairement à l'auto-édition qui est souvent dépréciée, l'édition classique, l'édition traditionnelle, ça donne une certaine validité à l'auteur, à l'artiste, et on a l'impression que à partir du moment où on est édité dans une maison traditionnelle, on est vraiment auteur. Et ce statut-là, pour être honnête avec vous, moi c'est quelque chose, cette reconnaissance-là, c'est quelque chose qui me plaît, en fait, vraiment qui me plaît. J'ai toujours eu envie de faire partie de ce camp, de ce cercle d'intellectuels, on va dire ça comme ça, parce que c'est un peu comme ça aussi que je vois le milieu du livre et le milieu de l'édition traditionnelle. Alors, pas pour dire que les auteurs auto-édités sont pas intelligents, pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est ma vision. Et c'est peut-être voilà les préjugés que j'ai aussi là-dessus. Et ma vision de l'édition traditionnelle s'est construite comme ça avec les émissions télé, comme La Grande Librairie par exemple, ou dans les journaux télévisés où on voit les auteurs traditionnellement publiés qui arrivent et qui sont interviewés, qui parlent de leurs romans, qui citent des livres et qui sont capables voilà, de faire des citations d'auteurs dont j'avais jamais entendu parler avant. Et cette image d'auteur là, ça m'a toujours fait rêver en fait, ça m'a toujours donné envie. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai envie de faire partie de ce camp-là, et que du coup, si je vais vers l'édition, l'auto-édition, je renonce à ce camp d'édition traditionnelle. Dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir être une autrice hybride. C'est pas toujours facile. J'ai vu que parfois les maisons d'édition tiraient un peu la langue, comment on dit, hésitaient beaucoup avant de publier des auteurs auto-édités et qui voulaient même pas en entendre parler. J'ai vu sur Instagram notamment une autrice qui est auto-éditée, qui envoyait son roman en maison d'édition traditionnelle, et dès que les maisons d'édition traditionnelles savaient que son livre était auto-édité, alors là c'était clairement non, même sans avoir lu le bouquin, c'était catégoriquement non quoi. Évidemment, il y a des success stories qui prouvent le contraire, avec Aurélie Valognes par exemple, qui a d'abord auto-édité son bouquin et qui maintenant qui est édité traditionnellement et qui a eu un énorme succès en auto-édition et en édition traditionnelle. Mais en règle générale, c'est vrai que les deux camps s'affrontent un petit peu et la plupart du temps antinomie. Ce qui me plaît aussi avec l'édition traditionnelle, c'est justement l'édition. L'édition, c'est un travail à part entière, et éditer un bouquin, c'est un savoir-faire. Et quand on l'écrit, on n'est pas éditeur. Donc soit on choisit d'engager un éditeur, donc là encore on va tomber dans le problème précédent avec l'auto-édition, c'est aussi les coûts, parce que ça coûte de l'argent de payer un correcteur, ça coûte de l'argent de payer un éditeur ou un bêta-lecteur, parce que c'est un travail. Être éditeur, c'est un métier. Je l'ai vu parce que j'ai travaillé avec une professionnelle par rapport à un projet d'écriture, pas de roman, j'en parlerai en temps voulu, bientôt j'espère. J'ai vu que son regard sur mon travail, sur mon écrit, sur la manière dont j'abordais les choses m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup fait évoluer, et le texte qui en est ressorti n'aurait pas été le même si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas eu ce regard extérieur-là, professionnel, d'éditrice, sur ce texte. Donc il faut rendre à César ce qui est à César, et l'édition, c'est aussi ça, c'est aussi avoir un éditeur qui va guider l'auteur. C'est un travail en commun pour rendre le texte le meilleur possible. Quand on choisit l'auto-édition, on n'a pas forcément ce côté-là. Cette relation de confiance, il faut la créer évidemment, et je pense que c'est très important quand on choisit d'être édité traditionnellement, de s'assurer aussi que le courant passe avec notre éditeur, et qu'il y a un vrai intérêt dans le livre, et que ce n'est pas juste pour gonfler les catalogues.
je vais aborder aussi ce petit point-là, qui est que être publié traditionnellement, c'est bien. C'est un objectif qui est tout à fait louable. On a l'impression que si on est publié traditionnellement, de toute façon, on va avoir plus de visibilité que si on est auto-édité. Alors, en règle générale, c'est assez vrai, mais déjà, si vous êtes publié dans une grosse maison d'édition et si vous êtes publié dans une petite ou une moyenne maison d'édition, votre visibilité ne va pas être la même. Les grosses maisons d'édition, elles ont plus de moyens de faire de la pub et de faire du marketing, etc., de la communication autour des bouquins. D'un autre côté, les grandes maisons d'édition peuvent parfois prendre des romans pour gonfler leur catalogue. Par exemple, lors de la rentrée littéraire, on entend toujours parler des mêmes bouquins, alors qu'il y a des centaines de livres qui sortent chaque année pour la rentrée littéraire. Et en fait, si vous faites partie d'un lot et que vous n'êtes pas mis en avant, vous vous retrouvez complètement écrasé par la machine éditoriale, et au bout de 3 mois, hop, vous êtes déjà oublié, votre bouquin, plus personne en parle, et personne n'en a parlé parce qu'on était trop concentré sur les gros titres et les grosses têtes d'affiches des grosses maisons d'édition traditionnelles. Si vous êtes publié dans une petite et une moyenne maison d'édition, peut-être que vous aurez un petit peu plus de suivi, peut-être que on essaiera vraiment de porter le livre, mais vous aurez moins de visibilité. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte, je pense, quand on choisit sa maison d'édition, quand on choisit la maison d'édition dans laquelle on a envie d'être. Que ce soit en édition classique ou en auto-édition, il y a aussi quelque chose, à l'heure actuelle, qui est de plus en plus présent, c'est la masse. La masse de livres qui sortent tous les ans en auto-édition ou en édition traditionnelle, c'est impressionnant. La durée de vie moyenne d'un livre en librairie, c'est de 3 mois. 3 mois, c'est rien du tout. Et en auto-édition, j'ai l'impression que c'est pire, parce que tout le monde peut choisir de publier son livre sur Amazon, par exemple, ou sur Internet en général. Et du coup, ça crée une masse de bouquins. Et comment tirer son épingle du jeu, comment tirer, voilà, mettre son livre en avant face à tous ces autres livres qui, eux aussi, valent la peine d'être lus. Dans les deux cas, c'est compliqué. Et ce qui rend encore plus préjudiciable cette histoire pour l'auto-édition, c'est justement le préjugé sur la qualité des romans. Dans la masse, il y en a qui ne sont pas forcément de qualité, qui n'ont pas été corrigés correctement, et donc on va coller l'étiquette d'auto-édition égale mauvais roman, roman pas travaillé, alors qu'on peut avoir aussi des perles dans l'auto-édition, et ça j'en doute pas, je mets pas du tout en cause les auteurs qui sont auto-édités, au contraire, je trouve que c'est honorable de vouloir auto-éditer son roman, parce que ça demande un travail phénoménal, je sais pas si vous vous en rendez compte. Alors, évidemment, il y a ceux qui se contentent juste de mettre en page et de mettre sur Amazon. Bon, déjà, c'est beaucoup de boulot. Mais il y a des auteurs qui passent des heures, des jours, des semaines à faire de la promo, à réfléchir à des stratégies de communication. On est dans une société, je disais, de masse, et il y a la masse parce qu'il y a énormément de produits et d'objets qui arrivent sur le marché, mais aussi parce qu'on est invité à produire de plus en plus. Par exemple, sur Amazon, pour fonctionner, pour marcher, on va dire ça comme ça, il faut publier régulièrement. Et ceux qui fonctionnent le mieux, ce sont les gens, les auteurs, qui publient par exemple un livre par mois ou un livre tous les 2 mois. C'est une cadence énorme. Et je me dis, mais comment ils font pour pas que la qualité en pâtisse? Alors, je peux écrire très vite. Ça, je le peux. Est-ce que la qualité va suivre? Est-ce que je serai contente du résultat? Je sais pas. Peut-être qu'il y a des auteurs qui arrivent très bien à produire vite et à être contents de leurs résultats et à faire des bons livres, hein, je remets pas ça en question non plus, mais simplement je remets en question ce côté plus, toujours plus, produire plus. Ce qui par contre me motive par rapport à l'auto-édition, c'est le côté défi. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore les défis. En ce moment d'ailleurs, je suis en train de faire un défi où j'essaie de me lever à 4h du mat' pour écrire entre 4h et 6h du matin, parce qu'après je dois faire autre chose, j'ai pas mal de trucs en ce moment, et du coup je veux pas abandonner l'écriture, donc 4h à 6h c'est mon objectif pour cette semaine. J'adore les défis. J'ai fait le NaNoWriMo, j'ai encore envie de le faire en juillet, le camp nano, et donc c'est quelque chose qui me stimule énormément, et j'ai l'impression que l'auto-édition c'est un gros défi, et que si je me lance dans l'auto-édition, c'est aussi, et peut-être même surtout, par défi, quoi. Par défi pour me dire, j'ai envie d'essayer et voir si j'y arrive, voir qu'est-ce que je peux faire, le prendre un peu comme un jeu, en fait. Bon, je sais que je me mettrai une pression folle, hein, mais en même temps, le voir comme un jeu et de me dire, ok, j'essaye, je vais voir ce que je peux faire, jouer un petit peu avec, voilà, avec l'outil qu'est l'auto-édition. Si je pense pour ça, ça serait en grande partie, je pense, pour le défi et pour me dire à moi-même, ouais, t'as osé, t'as essayé, et tu t'es donné les moyens aussi de faire quelque chose qui te faisait peur et que tu maîtrisais pas. Et ça, c'est chouette, c'est vraiment chouette, parce que quand on sort de sa zone de confort, il nous arrive plein de belles choses. Je pense que cette vidéo est terminée pour l'instant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos avis, vos opinions sur l'auto-édition, sur l'édition traditionnelle. Si vous êtes auto-édité,
N'hésitez pas aussi à me faire part de vos retours d'expérience. Si vous êtes édité traditionnellement aussi, ça m'intéresse. Est-ce que vous envisagez plutôt l'auto-édition ou plutôt l'édition traditionnelle si vous n'avez pas encore été publié? Et pourquoi? On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu spéciale. J'espère que vous serez au rendez-vous. Pour ne pas la rater, pensez à vous abonner. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, écrivez bien. Vous posez pas trop de questions non plus. Vous faites pas des nœuds au cerveau. Salut!